Bonjour les filles, voici les notes de cours pour le thème 5, les formes d'énergie et le rendement énergétique. Vous allez assister à un des cours que j'ai donné il y a quelques années et dans ce cours-là, je vais aller à travers les notes de cours et ce que je vous propose, c'est de les compléter au fur et à mesure que vous écoutez cette vidéo. Il se peut aussi que c'est après un cours théorique en classe que vous revisitez cette vidéo-là pour mieux comprendre les notions. Je tiens à dire qu'il y a quelques années, j'ai complété avec les élèves les notes de cours. Mais à partir de cette année, j'ai décidé de faire des notes de cours où à l'intérieur, les avantages et les inconvénients de chaque ressource énergétique sont déjà mis pour vous. Donc, vous allez pouvoir soit rajouter des avantages et des inconvénients si vous voulez, mais les principaux vous sont déjà donnés afin que vous n'avez pas à aller chercher ailleurs ou à retranscrire, ça prenait trop de temps. Donc, pour celles qui ont probablement déjà remarqué, les notes de cours de ce thème ressemblent beaucoup à celles qu'on a vues en deuxième secondaire. On a déjà parlé des formes d'énergie, des ressources énergétiques en deuxième secondaire. En quatrième secondaire, c'est la suite de ces notes de cours-là. Par contre, il y a une chose qui a changé, c'est qu'en quatrième secondaire, on s'attend à ce que vous puissiez reconnaître ou du moins relever en fait les avantages et les inconvénients d'exploiter chacune des ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables. Donc cette année, vous allez devoir reconnaître ces avantages et ces inconvénients pour avoir un jugement critique à savoir comment est-ce qu'on devrait exploiter ces ressources naturelles-là. Et par la suite, d'évaluer les différentes transformations ou transferts d'énergie pour justement exploiter ces ressources-là et obtenir par exemple de l'énergie électrique ou l'électricité. Donc c'est souvent pour cela que j'aborde le thème de l'énergie juste après avoir parlé de l'électricité. On sait que l'électricité c'est l'énergie électrique, mais maintenant on va apprendre sur l'énergie électrique sous un autre aspect, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut générer de l'énergie électrique, c'est via différentes ressources énergétiques qui existent. Donc, on va aller à travers ensemble ces notes de cours-là. La vidéo se divise en deux parties. La première partie, je complète le document sur le rendement énergétique. Il y en a qui ont complété sur papier ou la version numérique, mais les deux sont acceptés. Je tiens juste à dire que la raison pour laquelle je parle du rendement énergétique avant de rentrer dans les notes de cours sur le thème 5, notamment l'énergie en soi, les différentes formes d'énergie et ses manifestations, eh bien, c'est pour faire en fait une transition entre le thème 4. Dans le thème 4, on a vu plusieurs sous-thèmes là. L'idée, c'est qu'après avoir vu Curie, après avoir étudié en fait l'énergie dépensée de chaque appareil électronique que nous connaissons, eh bien, on aimerait savoir le rendement énergétique. Donc, on fournit de l'énergie à un appareil quelconque, mais l'énergie va être transformée ou transférée, on va évaluer son efficacité. Donc, c'est pour ça qu'on parlera du rendement énergétique. Par la suite, on va discuter sur les formes d'énergie. C'est un peu faire un retour de ce que vous avez vu en deuxième secondaire sur les différentes ressources énergétiques qui existent et par la suite, étudier les avantages et les inconvénients d'aller exploiter ces ressources-là, comment est-ce qu'on les transforme, par exemple. Et finalement, on va se concentrer dans ce thème sur l'énergie thermique, soit la chaleur, parce qu'il y a un lien direct avec ce qu'on appelle le rendement énergétique, l'efficacité d'un appareil à exploiter en fait, toute l'énergie que nous fournissons qui sera consommée par l'appareil, ne sera pas toute utilisée. Une partie est utilisée pour accomplir une fonction quelconque, mais une partie est dégagée sous forme de chaleur et souvent on s'est perçu comme de l'énergie dite perdue, mais vous allez vite comprendre dans ces notes de cours que l'énergie n'est pas perdue, elle est juste transférée sous forme de chaleur qu'on appelle l'énergie thermique. Donc vous allez vite comprendre que la vidéo se divise en 3 parties et vous allez en fait assister à un cours où j'explique ces notions-là. Donc vous allez entendre la voix de certains élèves et leur participation et bien entendu vous allez pouvoir compléter ces notes de cours ou juste tout simplement compléter ce que vous avez déjà appris en classe avec moi. Donc, qu'est-ce que c'est le rendement énergétique? Dans un monde idéal, et on connaît selon Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Alors, tout se transforme si seulement nous avons des systèmes fermés parfaits pour n'avoir rien qui peut s'échapper. Mais on n'a pas encore ces systèmes parfaits-là, ce qui fait que parfois on a de l'énergie qui va être dissipée dans l'environnement et on ne peut pas dire à partir de maintenant que l'énergie est perdue. On n'a pas le droit de dire ça parce qu'en disant qu'il est perdu, c'est comme dire que la phrase « rien ne se perd » va devenir faux. Et on sait que c'est pas vrai. On sait que rien ne se perd pour de vrai dans un système fermé. Et savez-vous que la Terre, en soi, en fait, l'univers est un système fermé, se perd. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de rendement dans les appareils des appareils électroniques, technologiques et tout ça, voir son efficacité, son rendement et ce que c'est. En fait, cette proportion est exprimée en pourcentage. C'est vraiment la proportion d'énergie consommée par cet appareil qui est transformée en énergie utile. Donc là, l'énergie d'un appareil, par exemple, votre iPad devant vous, l'iPad va prendre de l'énergie électrique quand vous allez charger l'appareil.
et une partie de l'énergie va être utilisée pour allumer l'appareil, pour avoir du son. Et finalement, si vous touchez votre iPad, normalement, il est légèrement chaud. D'accord? C'est pas supposé vous brûler les mains, mais on voit que cette énergie ou cette chaleur, en fait, est dissipée dans l'environnement et n'est pas utilisée pour que l'appareil puisse fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de rendement énergétique. Il y a une formule pour cela et on l'avait déjà écrit dans notre document de l'élève. On se rappelle que c'est l'énergie utile divisée par l'énergie qui est consommée. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'énergie utile? L'énergie utile, c'est l'énergie qui est, entre guillemets, utilisée pour de vrai par l'appareil. Donc, utilisée pour vrai par l'appareil. Donc, je le vulgarise, ce vocabulaire-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire utile? Parce que quand on dit énergie utile, on a l'impression que c'est ce que l'appareil prend de l'électricité. Mais non, c'est pas ça. L'énergie utile, c'est à la suite de la transformation, combien d'énergie a été vraiment utilisée par l'appareil. Alors que l'énergie consommée, c'est vraiment pris de l'énergie électrique. Donc, notre appareil, au départ, a dû prendre à quelque part l'énergie électrique, puis ensuite la transformer en énergie utile. Donc, l'énergie consommée, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie emmagasinée par l'appareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire emmagasiné? Ça veut dire pris d'une source électrique. On a pris tout ça et ensuite c'est transformé en énergie utile. Alors, si on veut que ça soit un pourcentage, bien, on va multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Souvent, quand on fait une division, ça va être ça. Il est presque impossible, impossible d'avoir un rendement énergétique proche de 100, à moins qu'on est dans un système fermé parfait, l'appareil fonctionne à merveille. Là, c'est un rendement énergétique à 100%. Normalement, 80% de rendement, c'est super, c'est vraiment bon. 90%, wow! 100%, alors ça c'est incroyable. Justine. Je ne comprends pas, mais bon, c'est 80% ouais. Rendement. Excellent. Merci Justine. Merci Justine. Alors, juste en dessous, Justine nous dit, ben, il est où ce 20%? Alors, on va l'appeler, attendez, l'énergie utile avec l'énergie, pas un U, un E, dissipée. Alors, l'énergie dissipée, c'est la chaleur. Elle est dissipée en chaleur dans l'air. Voilà. Alors là, je vais faire une petite flèche ici. Par exemple, l'énergie dissipée peut être sous la forme de la chaleur. Et nous allons parler de l'énergie aujourd'hui. On va se concentrer sur la chaleur. Ce matin, je suis rentrée en classe et là, je n'avais pas remarqué que Justine était sur la banquette. Je rentre avec 4 béchères tout à l'heure. Comme avant, je ferai une petite démonstration ici en espérant que je ne vais pas me brûler les doigts parce qu'il faudra que je chauffe quelque chose. Bref, ceci étant dit, très bonne question venant à Justine. Si on vient de dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, alors là, il va où? Dissiper dans l'air, dans l'environnement. On ne peut pas dire perdre. À partir de maintenant, l'énergie perdue, dissiper. L'énergie dissipée, juste ici. Alors ce 20%-là, il part dans l'air, il n'est plus utilisable, malheureusement. Je vous ai donné un exemple de calcul ici. Vous voyez que c'est en joules, parce qu'on sait que l'énergie est en joules. Je fais un rapport, je fais fois 100. Allons faire un petit exemple. Alors, on vous dit, un panneau solaire photovoltaïque vient d'être installé sur le toit d'une école. Il consomme 12 000 kJ. Donc, on consomme 12 000 kJ. Il absorbe, emmagasine, prend 12 000 kJ d'énergie rayonnante, donc venant du soleil, pour produire, et je mets en bleu ici, pour produire 5 400 kJ d'énergie électrique utile. Donc, le soleil donne 12 000 kJ, mais l'appareil n'est pas parfait, n'est pas en mesure de prendre tous ces 12 000 kJ et les transformer en énergie électrique. Non, seulement 5 400 kJ. Le reste, il est dissipé dans d'autres énergies. Alors, comment est-ce qu'on va calculer le rendement? D'abord, je fais mes données tout le temps. Je vous propose de faire ça. L'énergie consommée, ben, c'est 12 000 kJ, on vous le donne. L'énergie utile, 5 400 kJ. Sont les mêmes unités, donc ça tombe bien. Et nous, ce que nous cherchons, c'est le rendement énergétique, RE, que je peux écrire en abréviation parce que je suis paresseuse. Des heures de plaisir. Calculons. Alors, calcul, rendement, RE, et on connaît la formule, RE est égal à EU sur EC fois 100. Donc, RE, on sait que c'est 5 400 kJ. Assurez-vous toujours d'avoir les mêmes unités en haut et en bas parce qu'on veut un rapport, et ensuite fois 100. On va voir combien ça nous donne. Ça, on fait beaucoup de mathématiques aujourd'hui. Monsieur Pied sera bien fier de nous. 5 400 kJ divisé par 12 000. On voit que le numérateur est un chiffre beaucoup plus petit que le dénominateur.
C'est moins que la moitié. C'est moins que la moitié, et donc c'est cohérent. C'est-à-dire, pourquoi je dis que c'est cohérent? C'est parce que si on a 125% de rendement, ça ne fonctionne pas. Soit, donc deux sources d'erreur possibles, soit que nous avons mal mesuré l'énergie utile, ou on a mesuré d'autres formes d'énergie autour de notre système qui n'a aucun rapport ici. Alors, on va voir ce genre de source d'erreur-là qu'on fera un laboratoire au retour de la semaine de relâche qui s'appelle le meilleur T pour l'environnement. 45%, merveilleux. Hein, voilà, 45%. Et là, je tiens à faire les prochaines questions avec vous parce que c'est en lien direct avec ce que Justine a posé comme question qui est excellent. Ce panneau solaire transfère-t-il l'énergie ou transforme-t-il l'énergie? Alors, on va voir ça aujourd'hui en détail, mais la réponse, c'est transforme l'énergie. Alors, pourquoi? Parce qu'on est passé de l'énergie solaire, aussi connue comme étant l'énergie rayonnante, et nous sommes passés à une autre forme d'énergie que nous connaissons, c'est l'énergie électrique. Hein. L'objectif d'avoir un panneau solaire, c'est de pouvoir transformer l'énergie. Alors, quand je transforme, c'est que je passe d'une forme d'énergie à une autre, alors que le transfert, c'est le même. Donc, je passe d'un même type à un autre. Donc, je vais vous parler de ça un peu plus tard. Mais l'idée, vous voyez que ici, l'énergie initiale et versus l'énergie finale, elle est différente. Alors, puisqu'elle est différente, c'est une transformation. Judith? Oh, les deux, moi j'accepte les deux. Moi j'accepte les deux, ma chère Judith. Dans un système anglophone, ben, il s'en fout. Dans notre système, ben, on choisit les symboles sans accent pour pas porter à confusion. Moi j'accepte les deux. Fait que tu peux écrire les deux. Et par la suite, l'énergie consommée par ce panneau n'est pas entièrement utilisée pour produire de l'électricité. Hein. On comprend très bien que 12 000 kilojoules, c'est pas égal à 5 400 kilojoules. On voit que l'énergie EC n'est pas égale à EU. Mais peut-être que prochainement, que certains d'entre vous vont pouvoir développer un système qui fonctionne et que c'est 100% de rendement. Oh mon Dieu, ce sera fantastique. Je vais pouvoir vous inviter dans mes cours. Yeah! Tasnim, question? Est-ce que l'énergie qui est comme c'est pas perdue, mais l'énergie Dissipée. pas perdue, mais dissipée. Est-ce que Sophie insiste à ce qu'on utilise un vocabulaire rigoureux. Non, c'est dissipé en chaleur, tout simplement. Ça nous réchauffe. Mais si on a trop, ben, ça peut amplifier les gaz à effet de serre. Mais à cette échelle-là, c'est pas assez significatif. Voilà, c'est juste nous, on perd toute l'énergie qu'on a emmagasinée. Alors non, alors Sophie, quelle est la réponse qu'on devrait écrire? Quel est le vocabulaire? l'énergie n'est pas perdue, elle est dissipée. Ah, elle n'est pas perdue. Ah, elle n'est pas perdue. Elle est dissipée dans l'air, tout simplement, dans l'air. Donc, seulement une portion. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'aimerais vous expliquer le pourquoi. Car seulement une partie du rayonnement solaire, donc c'est l'énergie solaire, seulement une partie de ces rayonnements-là réussit à exciter ou faire bouger les électrons dans les panneaux. Donc, seulement une partie de ce rayonnement solaire-là réussit à exciter, à faire bouger les électrons dans le circuit. En fait, tout appareil électronique qui fonctionne, c'est grâce au fait que les électrons bougent. Hein, le courant électrique, grâce à la tension électrique, le U qu'on fournit. Sinon, impossible d'avoir de l'électricité dans le circuit. J'attends que tout le monde puisse retranscrire. Merveilleux. Donc, comme Sophie l'a dit, elle le sait encore, elle n'est pas perdue. Elle est juste dissipée dans l'environnement, souvent sous la forme de chaleur, qu'on verra dans un instant. Faisons un autre exemple ensemble, juste pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde que moi. Le rendement d'une voiture, oh mon Dieu, voiture! Quel exemple, hein? L'exemple que j'ai pris par exprès, parce qu'on parle des voitures, est d'environ 30%. Donc, tout de suite, quand je lis, j'aime écrire, donc, rendement énergétique, on sait que c'est 30%. Alors, on sait déjà 30%, c'est fort probablement pas une voiture électrique. C'est pas notre Tesla adoré, là. C'est probablement notre voiture à essence qu'on utilise. Si 50 000 kilojoules ont été consommés en essence, donc l'essence fournie, emmagasinée, hein, voilà. Donc, ici, je vais utiliser mon orange, 50 000 consommés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre EC, 50 000 kilojoules.
OK? Donc, c'est consommé. Combien ont réellement fait avancer la voiture? C'est le E utile. En fait, ce qui m'a permis de savoir que c'est le E utile, c'est le mot réellement. Donc, quelle est la quantité d'énergie vraiment qui a permis à la voiture de bouger d'un point A à un point B? Voilà. Donc, toujours en kilojoules. Moi, j'aime ça mettre les unités à côté pour qu'on n'oublie pas que notre réponse devrait être en kilojoules. Donc, si vous décidez de me le présenter en joules, c'est bien correct aussi. Mais c'est un peu déprimant comme réponse quand c'est comme 45 millions de joules. C'est lourd comme réponse. Donc, on préfère kilojoules. On connaît la formule U sur EC fois 100. Ça, c'est notre formule. Et maintenant, on va faire notre calcul. J'aime isoler la variable qui m'intéresse. On se rappelle que c'est EU. Donc, c'est EU qui est égal à j'isole RE divisé par 100 fois EC. Voilà, donc pour isoler la variable, je remplace. Alors, 30% divisé par 100 fois 50 000. 15 000. Kilojoules. Ah! Le visage dégoûté à Justine en regardant Sophie. Justine. Mais vous avez 30% sur 100. Oui. Mais c'est pas 30 sur 100. 30 sur 100, oui. Non, mais ici, c'est tous des pourcentages, donc ils s'annulent. Voilà. Merveilleux. Donc, notre réponse, notre rep, c'est 15 000 kilojoules. Voilà. Je vous laisse, en fait, la suite du document pour le compléter en devoir ou autre. Donc, je vous encourage à le faire si vous sentez le besoin. Conservez ce document, ça va vous aider. Donc, les autres exercices, vous pouvez les faire. Et nous sommes rendus au thème 5, alors l'énergie. L'énergie, et vous voyez découvrir le rendement énergétique, c'est votre document. Et juste en dessous, c'est le corriger. Voilà, donc vous pouvez vous corriger. Et nous, aujourd'hui, on va parler de l'énergie. De l'énergie qui est à la fois dans le volet terre et espace et dans le volet électricité. D'accord? Donc, je vais remplir avec vous à cet instant. L'énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie? Bien, c'est vraiment la capacité de provoquer un changement. Ce changement-là, par exemple, c'est changer d'état. On passe de solide à liquide, liquide à solide, liquide à gazeux, solide à gazeux, etc. Provoquer l'émission de la lumière ou bien de la chaleur. En ce moment, on a de l'énergie lumineuse. On a également effectué un travail. Tout simplement, réfléchir, c'est un travail. Déplacer une table, c'est un travail. Et elle n'est pas de la matière. L'énergie, chers élèves, n'a pas de masse. Elle n'a pas de masse. Non, il n'y a pas de masse. Donc, l'énergie n'est pas de la matière. Alors que quand on a commencé au début de l'année, je vous ai dit tout ce qui nous entoure, c'est la matière. Mais il y a quelques exceptions, telles que l'énergie et bien entendu l'antimatière, qu'on ne parlera pas en détail, mais bon, anti, vous voyez, ce n'est pas de la matière. Je fais un petit retour de quand vous étiez en deuxième secondaire avec Mme Morin. Vous avez vu, vous avez discuté sur l'énergie. Il y a différentes sources d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des sources ou des ressources énergétiques? Bien, c'est ce qui se retrouve dans la nature et qui possède de l'énergie. Donc, on peut, on peut exploiter ces ressources-là pour produire de l'énergie. Alors, c'est quoi la différence entre une source d'énergie et une forme d'énergie? Donc, une source d'énergie, ben, c'est ce qui se retrouve dans la nature et qui emmagasine de l'énergie. Je donne un exemple du charbon. Le charbon est une source d'énergie. Je peux le retrouver dans la nature. Un jour, il n'y en aura plus parce que nous, les humains, on les aura tous exploités, malheureusement. Mais on va se dire que dans un monde idéal, il y en a encore, le charbon, c'est une source d'énergie. C'est une ressource que je retrouve et qui possède de l'énergie qui emmagasine. Emmagasine, ça veut dire qu'il stocke, le stockage de l'énergie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand je le brûle, quand je le chauffe, il y a de l'énergie qui sort. Il y a de l'énergie qui sort. Et cette manifestation, comme je vous ai dit, il y a de l'énergie qui sort, ben, c'est ce qu'on appelle les formes d'énergie. Donc, les différentes manifestations de l'énergie, ben, c'est ce qu'on appelle les formes. Donc, ils se manifestent. Quand je vais brûler du charbon, je vais avoir du feu, qui est de l'énergie lumineuse, et aussi c'est chaud, donc l'énergie thermique. Ça, c'est des formes d'énergie. Alors, je vais commencer par l'énergie solaire, qui est une forme d'énergie. Et c'est quoi la source? C'est le soleil. Alors, remarquez que j'ai toujours fait dans un petit coin ici. Qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie solaire, c'est la forme qui est en rouge. Et la source, d'où ça provient cette forme? Du soleil. Le soleil, c'est notre ressource. Le soleil, notre merveilleux soleil, qui est notre source. Et où est-ce que ça se retrouve? Dans l'atmosphère, dans l'espace. Le soleil se retrouve dans l'espace et les rayons, dans l'atmosphère. Et ces rayonnements-là, comment est-ce qu'ils peuvent exister? C'est que sur le soleil, comme vous le savez, il y a constamment des réactions nucléaires. Beaucoup, beaucoup. Et ce que ça fait, ça émet de la chaleur. Bonjour, Louis. Donc, voilà. Et il existe deux types de panneaux pour, justement, prendre cette énergie solaire,
nous avons soit des panneaux photothermiques ou des panneaux photovoltaïques. Alors, c'est deux types de panneaux différents. Ici, je veux juste vous dire que thermique, photothermique, ça prend la chaleur, alors que photovoltaïque, il y a dans ce mot-là le mot volt, voltage, électricité. Ah, donc, l'étymologie des mots peut nous aider à comprendre ces deux types. Alors, l'énergie solaire, elle est tellement utile à la vie, à notre vie, à la vie à Spooky, à la vie des poissons, à la vie des plantes. Et donc, on va prendre cette énergie solaire-là pour soit le transformer en chaleur, pour chauffer les maisons, ou bien photovoltaïque pour transformer plus loin, avoir de l'électricité. Si vous êtes déjà allé en Californie, dans certains coins, il y a beaucoup de maisons que, en fait, tout leur toit, c'est des panneaux photovoltaïques pour prendre le soleil et l'emmagasiner, puis avoir de l'électricité. Si vous êtes déjà allé au Nevada, à Las Vegas, il y a beaucoup de soleil. Les maisons là-bas, ils aiment ça, avoir des panneaux photovoltaïques. Le seul petit problème, c'est qu'en soirée, quand il n'y a plus de soleil du tout, il faudra avoir pris beaucoup d'énergie durant la journée, sinon, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, ça, c'est l'énergie solaire que vous connaissez très bien. Maintenant, j'aimerais avec vous discuter sur les avantages et les inconvénients de l'énergie solaire. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Il y a un terme très important, le premier que je dois aborder avec vous, c'est est-ce que c'est renouvelable ou non renouvelable? Oui. C'est renouvelable. Alors d'abord, c'est renouvelable. Pourquoi? Parce que je continue à exploiter le soleil. L'énergie solaire, en ce moment, il ne va pas s'épuiser. Merci, ma chère. Gabrielle? Excellent. Donc, une sorte d'inconstance. On n'en a pas tout le temps accès au soleil. Donc, accès limité, surtout le soir et quand il pleut pendant vraiment longtemps. Excellent, la nuit et quand il pleut. Donc, on comprend que les conditions météorologiques ont un impact important. Accès limité, là, je mettrais peut-être conditions météorologiques variables. Autre chose. Avantages, inconvénients. Léa? Je pense que les conséquences, c'est que ça coûte cher. Excellent. Donc, les panneaux photovoltaïques, ou photothermiques sont coûteux. On peut comprendre que les maisons à Malibu de nos célébrités, pour eux, c'est pareil, mais moi, je ne peux pas imaginer avoir mon toit plein de panneaux photovoltaïques. Là, je ne serais peut-être pas ici en ce moment avec vous. Là, je serais peut-être à Malibu. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a des avantages au niveau de la pollution? Tasnim? Tout à fait. Donc, pas de GES. Pas de pollution, en fait, de cette forme d'énergie. Sauf, pour construire les panneaux photovoltaïques, on peut se dire que oui, ça pollue, mais exploiter l'énergie en soi, ça ne pollue pas. Donc, c'est quand même bon pour l'environnement. Est-ce qu'on a d'autres avantages ou inconvénients qu'on a en tête quand on parle de l'énergie solaire? Tassim? Tout à fait. Donc, cette transformation d'énergie, elle se fait bien dans le sens qu'on peut emmagasiner dans les panneaux photovoltaïques. Et ça, je pense, c'est plus les avantages au niveau des panneaux. Fait que je vais laisser tel quel. Bon, alors, c'est ça les avantages pour l'énergie solaire. C'est pas mal ce que nous avons. Et je dirais même si j'ai dit accès limité, mais ça, c'est plus au niveau des conditions météorologiques, mais c'est accessible. C'est-à-dire que si je pense à un pays en développement en Afrique, tout ce qui leur manque, c'est en fait des panneaux photovoltaïques. Sinon, ils ont beaucoup de soleil. Si on est proche de l'équateur, il y en a beaucoup. Donc, c'est en fait au niveau géographique. Donc, géographiquement parlant, c'est accessible, c'est intéressant. Si j'habite, par exemple, en Jamaïque et j'aimerais ça que mon hôtel soit éco-responsable, peut-être je mettrais quelques panneaux photovoltaïques. Parlons un peu maintenant de l'énergie éolienne. Alors, encore une fois, vous remarquez mon petit coin que j'ai mis là. La forme, c'est l'énergie éolienne, mais la source d'énergie qui permet d'avoir cette énergie, c'est le vent que nous connaissons et se retrouve dans l'atmosphère. On a vu et on a compris que c'est le déplacement des masses d'air, des mouvements de vent, et ça transmet d'un mouvement à un autre. Et si on remarque ici les éoliennes, le vent va venir juste ici. Vous voyez que les flèches vertes se retrouvent là. Alors, le vent va venir faire tourner les palmes. Et quand ça fait tourner les palmes, ça fait tourner les générateurs à l'intérieur, qui est les multiplicateurs, en fait, et ça fait un système de régulation qui transforme l'énergie en énergie électrique. Donc, en fait, ici, c'est le vent
qui se transforme en énergie éolienne et qui se transforme finalement en énergie électrique. Donc, ce qui est le fun avec les éoliennes, c'est que la transformation, elle est vraiment très simple. Là. C'est faire tourner une palme, des palmes, et faire tourner maintenant notre générateur, et oh, ça se transforme. Et par quel principe, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est notre bon vieux électromagnétisme. Yes, merci. Donc, l'énergie éolienne, ça se transforme bien, c'est quand même efficace, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on va aller explorer dans un instant. Chers élèves, quels sont les avantages et les inconvénients de notre merveilleuse énergie éolienne? Sophie? Ben, c'est renouvelable. C'est renouvelable. Très bien. Donc, d'abord, c'est renouvelable, c'est intéressant. Qu'en est-il des éoliennes en soi, là, quand je l'exploite, Sophie? Ben, c'est très, très gros, alors on peut en mettre partout. Tout à fait. Donc, la taille des éoliennes est un problème. Il faut avoir peut-être des terrains pour les installer. Autre chose? J'ai dit? Tout à fait. Donc, l'emplacement. Il faut réfléchir sur l'emplacement des éoliennes. Et ça fait beaucoup de... La pollution sonore. La pollution sonore. Hein, on habite peut-être pas... On voudrait peut-être pas habiter très proche des éoliennes. La pollution sonore est aussi visuelle. OK? Donc là, si on regarde par la fenêtre, on voit des éoliennes qui montent et c'est pas le plus cute derrière soi. Là. Donc, avantages, parce qu'on en a parlé des inconvénients. Est-ce qu'il y a des avantages intéressants? Gabriel? Tout à fait. Présence. Non, je vais écrire accès au vent. Je pense que je vais utiliser le même vocabulaire, c'est accessible. Pardon, je vais mettre accessible. Mais le problème, comme Sophie l'a mentionné, c'est pas le vent, il n'y en a pas partout, mais c'est accessible. Mettons, dans des pays en développement, il y a quand même du vent. Je vais vous montrer tout à l'heure une pub d'une série sur Netflix, ou en fait un film où un enfant, ben c'est une vraie histoire, là, un adolescent, dans sa ville, ben dans son village, il n'y avait plus d'électricité, donc on ne pouvait plus aller à l'école, on ne pouvait plus rien faire, et il a pris un vieux moteur de motocyclette pour faire allumer son village. Donc c'est vraiment touchant, je vais vous le montrer plus tard. Donc accès limité en raison des conditions météorologiques. C'est renouvelable, c'est accessible. Qu'en est-il de la pollution? Merci, Justine. Pas de GES, peu ou pas de pollution. Parce que là, évidemment, qu'il y a de la pollution sonore et visuelle, mais ici, on parle plus de la pollution en lien avec les GES, ce qui touche l'environnement. Sonore et visuel, c'est plus pour nous. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié, nos oiseaux. Les oiseaux meurent. Tout à fait. Donc, Est-ce que c'est météorologique ou météorologique? il y a un petit O. Les oiseaux peuvent entrer en collision avec les pales. Résultat. Alors, celui qu'on connaît tellement bien au Québec, l'énergie hydraulique. Oh, pardon, on n'avait pas fini, je m'excuse. Donc, l'énergie hydraulique qu'on connaît très, très bien, l'hydroélectricité, le mouvement de l'eau. Donc, si on a le mouvement du vent, nous avons le mouvement de l'eau qui est dans l'hydrosphère. On a ce qu'on appelle les barrages hydroélectriques. C'est le mouvement de l'eau. Faites attention, celui-là, c'est le mouvement de l'eau direct avec les barrages électriques. Alors que les centrales marémotrices, oui, c'est le mouvement de l'eau, mais généré par les marées. Donc, faites attention, deux différents. Alors que sans les marées, la montée et la descente des marées, on ne peut pas avoir l'énergie marémotrice. Visionner cela. On va, ici, dans notre petit schéma, je vous l'illustre encore une fois ici, c'est que la Terre exerce une force gravitationnelle, une attraction, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. L'attraction avec la Lune et le Soleil fait en sorte que l'eau va être attirée également, et c'est ça qu'on observe quand on a la montée des eaux. Allons voir maintenant les avantages et les inconvénients, et je vois que Sophie a déjà la main levée. Sophie porte le... J'avais une question. Question! Ah, oui. Pour le Soleil et la Oui, Terre, oui. mais il y a d'autres planètes entre. Est-ce qu'ils s'attirent? Oui, et donc, on n'en a pas mentionné, mais la présence des autres planètes telles que Mars, Vénus, juste avant la Terre, Mercure et Vénus, pardon, ça
ça a une influence, mais pas autant que la Lune qui est très proche de la Terre et le Soleil parce qu'il est si gros comparativement aux autres planètes. Alors, Sophie, pourrais-tu nous parler de la première? Merveilleux, c'est renouvelable. Donc, on constate ici que c'est renouvelable. Est-ce que ça génère des GES? Non. Pas de GES. Peu de pollution. Donc, on comprend que, oui, il y a la pollution pour construire les barrages. Donc, Pollution marine. oui, donc construction des barrages électriques ici. Pardon, hydroélectriques. Hydroélectriques. Mais ça génère de la pollution. Qu'est-ce qu'on s'était dit au niveau des animaux? Ils meurent, les saumons. Tous les animaux marins. Je ne suis pas en mesure de dessiner une tête de mort, mais si vous êtes en mesure de dessiner une tête de mort, ça pourrait vous aider. Donc, des animaux marins en danger. Autre chose, est-ce que nous avons un avantage important en exploitant cette ressource? Tasnim? Oui. Excellent. 2 marées par jour. Et ici, OK, et dans votre dessin, je vous dirais que... Gabriel? Tout à fait. Placer les barrages dans les cours d'eau qui existent déjà. Donc, au niveau géographique, c'est intéressant. Qu'en est-il de l'accessibilité? C'est accessible. Tout à fait. Mais en fait, OK, je vois. Accessible. Sauf. Tout fait que sauf dans certaines régions. On a ça. Parfait. Donc, c'est assez accessible dans le sens que autant qu'on est proche d'un océan, on peut exploiter l'eau. Et ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir juste de l'eau douce. Hein. L'eau salée peut faire l'affaire. Donc, voilà. J'aimerais vous montrer énergie éolienne. Comment ça Attendez, je vais mettre le film Le garçon qui dompta... Tu sais, ma tête de mort. Madame, j'ai vraiment fait une belle tête de mort. De l'énergie maintenant géothermique venant du sol, hein, le magma. On se rappelle ici que nous, en ce moment, nous sommes dans un bâtiment alimenté par l'énergie géothermique. Donc, notre nouveau bâtiment au PSNM, c'est ça. Donc, c'est la source d'énergie, c'est le magma. Donc, autant que nous avons encore du magma qui n'est pas refroidi, ben, c'est de l'énergie thermique. Il y a de la chaleur qui est dégagée du magma et ensuite exploitée, absorbée par, justement, cette énergie, cette chaleur-là. Vous voyez ici, avant que notre bâtiment existe, il y avait justement des messieurs qui sont venus tester l'énergie géothermique. Et on peut parler maintenant de l'énergie géothermique au Japon. Il y a beaucoup de lagons, en anglais lagoon. Et j'aimerais vous faire part du fait qu'on a ici aussi au Québec quelque chose de semblable. Donc, le voici. Je vais arrêter là. Donc, ça fait environ 1 an que ça a commencé ce projet de lagon géothermique. Je ne sais pas où on en est, mais on comprend que ce n'est pas idéal pour le Québec parce que l'eau, elle est froide. Mais on va utiliser l'énergie géothermique pour chauffer l'eau. Puis ensuite, nous, on va pouvoir se baigner. Alors qu'en Islande ou au Japon, l'eau est déjà en soi chaude. Et là, c'est grâce au fait qu'ils ne sont pas loin d'un point chaud du magma qui est en dessous. Alors que nous, on en a, mais ce n'est pas idéal. On est au milieu d'une plaque tectonique, donc ce n'est pas idéal. Il y a même des petites vidéos que j'ai mises pour celles qui sont intéressées à mieux comprendre. Alors, avantages et inconvénients à exploiter la chaleur du sol, qui est la géothermie. Sophie, on a un avantage, je te laisse l'honneur de nous le dire. Renouvelable. Alors, pourquoi c'est renouvelable? Le magma est constamment chaud. Le magma va toujours dégager de la chaleur. Pas de GES. OK? Donc, pas de GES, du moins au niveau de la chaleur qui est produite. Peu de pollution. Voire pas du tout. Quand on dit peu, c'est voire pas du tout comparativement aux autres sources qu'on va voir. Très accessible, chers élèves, parce que le centre de la Terre est composé de magma. Donc, accessible, mais il y a un inconvénient, en fait. Tasnim. Ça demande, justement, l'exploitation est complexe. Donc, l'inconvénient, c'est une exploitation de l'énergie qui est complexe. Parce que extraire cette chaleur-là est compliqué. Également, la technologie
pour exploiter, en fait, par la suite, pour emmagasiner, c'est coûteux. Donc, une technologie coûteuse. Si c'était moins cher et subventionné par le gouvernement, même à ça, c'est des technologies compliquées. Ça, et aussi, ça coûte cher. C'est pas encore totalement développé. Donc, c'est difficile. Par contre, accessible, quand on parle d'accessibilité, c'est super, hein, parce que je peux me retrouver en Afrique du Sud, exploiter l'énergie solaire et l'énergie géothermique. C'est merveilleux. Mais encore une fois, c'est la technologie qui cause problème. Est-ce qu'on va avoir assez de panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'on va avoir assez de tous ces réservoirs pour garder la chaleur? Sophie? Mais est-ce que genre, dans ce cas-ci, et dans le cas de l'énergie solaire, ça reste accessible même si la technologie est coûteuse? Est-ce que ça... Ben oui, ça affecte, mais comme, est-ce que comme, on peut quand même dire que c'est accessible? Oui, on peut quand même dire que c'est accessible dans le sens que je peux aller exploiter la chaleur du sol. Tout ce qui me manque, c'est la technologie et les ressources pour aller chercher cette énergie-là. Merveilleux. Passons maintenant à l'énergie de biomasse. Savez-vous que vos excréments produisent beaucoup de chaleur? En fait, c'est quand vous avez déjà ramassé les crottes de votre chien, ben j'espère que c'est chaud. Puis, de biomasse, chers élèves, ben, ça provient de la biosphère, c'est les humains. Et la source en soi, c'est la matière organique. La matière organique, ça peut être comme quand on fait un compost, ça peut être des excréments. Et ce qui est le fun avec, par exemple, le maïs, savez-vous qu'on peut produire du carburant avec le maïs parce que l'éthanol qui est produit par la transformation du maïs ben, produit beaucoup de carburant. Et on peut également utiliser la biomasse forestière, par exemple, pour chauffer des maisons quand on les brûle. Évidemment qu'il y a des conséquences importantes au niveau des GES, mais ça reste qu'on en a beaucoup de biomasse en continuité. Donc, voilà. Avantages et inconvénients, chers élèves, j'ai tout de suite mis non renouvelable pour vous. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, si nous n'avons plus d'arbres, nous n'avons plus d'espèces végétales, on n'a plus d'humains et de petites crottes et de compost, ben ce ne sera pas renouvelable, malheureusement. Mais ça, c'est dans des conditions extrêmes. Donc là, ici, je vais écrire s'il n'y a plus de vie. Sinon, on peut considérer que c'est renouvelable, dans le sens que on peut continuellement faire du compost, prendre cette terre-là produite par le compost pour faire de l'agriculture, cultiver, ravoir des carottes, je mange des carottes, la pelure de carottes, je fais mon compost, et donc c'est renouvelable. C'est accessible à tous. Ça, c'est bien, c'est accessible à tous, parce qu'en fait, malheureusement, ben, ça produit... Du GES. Oui, des GES, mais je vais mettre peu. Des bêtes de vache, plus de GES. Oui, non renouvelables, c'est-à-dire qu'on les exploite, puis ça... Qu'est-ce qu'on veut dire par renouvelable versus non renouvelable? C'est vraiment à quel point est-ce que ça génère versus notre exploitation. Donc, quand on dit renouvelable, c'est le temps qu'on exploite et le temps qu'on puisse reproduire ces ressources-là, ben, elle est quasiment égale. Alors que non renouvelable, ça veut dire que, bon, avec la vitesse à laquelle on l'exploite et on l'utilise, ben, il n'y en aura pas suffisamment pour qu'elle puisse se régénérer. Donc, le temps est inégal, en fait. Sophie? Mais pourquoi on utilise ça si c'est comme l'empirique? Le rendement énergétique est le plus intéressant. Donc, c'est maintenant que je vous présente comme avantage, c'est le rendement énergétique. Donc, ici, chers élèves, on appelle les combustibles fossiles. Dans les combustibles fossiles, c'est des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on veut dire par hydrocarbures? En fait, c'est la présence de carbone et d'hydrogène à la base de la vie. Et nous avons 3 combustibles fossiles qu'on peut exploiter. D'abord, le pétrole, les gaz naturels et le charbon. Pourquoi est-ce qu'on dit que les combustibles fossiles sont aussi appelés des hydrocarbures? Ce sont des molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Donc, les combustibles fossiles, ils sont des molécules contenant des hydrogènes, donc plusieurs atomes d'hydrogène et de carbone. OK, donc là, pétrole, gaz naturel et charbon. Comment est-ce qu'on a la formation du pétrole? Chers élèves, ça provient à la base des plantes et des animaux aquatiques qui meurent et se décomposent pour se déposer au fin fond de l'océan. Et avec, ça va couvrir de boue et de terre, il y a une stratification et la pression. Plus il y a de pression, ça va faire en sorte que toute cette matière organique décomposée va produire justement une sorte d'huile. Cette huile-là, c'est le pétrole. Alors, oui, c'est accessible, mais évidemment, non renouvelable, produit beaucoup de GES. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise autant pour répondre à le rendement énergétique? Tout à fait, mais cette ressource-là,
quand tu l'exploites pour avoir l'énergie électrique, ben, elle a un rendement intéressant. Parce que quand on parlait de la voiture à essence et la voiture électrique, Donc, un rendement énergétique intéressant, c'est accessible, mais c'est non renouvelable, ça produit beaucoup de GES. Et quoi d'autre, en fait? Quoi d'autre comme avantage ou versus inconvénient, là? Pas très coûteux. Quand on y pense, c'est pas extrêmement coûteux d'aller exploiter au niveau de l'exploitation. Donc, ça coûte pas très cher, mais est-ce qu'il y en a par... Est-ce que dans tous les pays, il y a du pétrole? Non. Donc, c'est... pourquoi c'est accessible à tous? C'est-à-dire que je peux aller dans le coin de ma rue puis acheter de l'essence. Ah, ok, ouais. Donc, accessible à tous au niveau de la consommation, mais ce n'est pas dans tous les pays qu'on a du pétrole. Donc, il y a un problème au niveau sociopolitique, économique et tout ça. Pourquoi des fois l'essence coûte 1,80 et à d'autres moments, l'essence, dans d'autres pays, ça coûte 99 sous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, oui, il y a l'importation. Il n'y a pas de pétrole dans tous les pays. Donc, ici, c'est au niveau de la géographie. Je ne peux pas en retrouver tant. Par exemple, je ne sais pas, moi, en Cambodge. Je ne pourrais pas aller faire un petit trou et dire « Ah, pétrole! » Ça ne fonctionne pas comme ça. Parlons maintenant de l'énergie nucléaire, chers élèves. Alors, c'est ici, l'énergie nucléaire, ça provient des particules de noyau. Dans le noyau avec l'uranium, par exemple, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'uranium. Le noyau, quand on tente justement enlever un neutron, on va le voir pour les STE très prochainement, l'énergie nucléaire qui provient du noyau des atomes tels que l'uranium, mais ça produit beaucoup d'énergie pour très peu. En Ontario, on utilise beaucoup d'énergie nucléaire parce que l'hydroélectricité n'est pas autant accessible. Donc, l'énergie nucléaire est très intéressant, mais il y a un problème important que vous savez déjà, c'est en fait les déchets nucléaires, la gestion des déchets nucléaires reste très problématique parce qu'en ce moment, c'est dans des barils qu'on enfonce au fin fond des océans. Et qu'est-ce que ça fait? Ça pollue les eaux. Que ce soit des eaux salées ou de l'eau douce, ça reste un problème important. Alors, ma chère Sophie, renouvelable ou non renouvelable? Non renouvelable. C'est non renouvelable. Alors, je vous explique. Et si on exploite d'abord l'uranium, un métal, c'est pas une infinité. C'est non renouvelable parce que si on l'utilise ou on l'exploite trop rapidement, ben, il n'y en aura pas, tout simplement. Un avantage intéressant, c'est pas ou peu de GES, chers élèves. Donc, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Il y a autre chose et je vous présente Homer en ce moment. Radioactif. Donc, les déchets... Radioactivité. Oh, là, OK? Donc, les déchets nucléaires radioactifs, le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas une technique de gestion importante pour cela. Donc, c'est vraiment la gestion qui cause problème. Est-ce qu'on a un avantage intéressant? Bien, chers élèves, c'est le rendement énergétique qui est très intéressant. plus intéressant que l'autre. Bien sûr. Pour une petite quantité, ça produit beaucoup de chaleur qu'on va pouvoir transformer, justement. Un inconvénient important, c'est qu'en fait... Léa, qu'en penses-tu? Tout à fait, les accidents. Oh my god, ça peut exploser et mourir. Oh my god. Exploser, là. Non, elle n'explose pas. Les accidents, c'est très coûteux. Au niveau de l'exploitation, ça coûte cher, cette technologie-là. Mais parce que le rendement énergétique est tellement intéressant que c'est ça. Je dis. OK, alors, comme je vous ai dit, le moteur, ça se transforme toujours. Alors, comment ça se transforme? C'est avec ce système, juste là, l'électromagnétisme qu'on a vu avec le MIM, si on se rappelle. Donc, si j'ai un courant électrique, ben, ça va faire justement circuler les électrons, mais en présence de deux aimants, comme vous voyez, nord-sud, et avec un solénoïde ou une bobine, on a la première règle de la main droite, si on se rappelle, la main droite juste ici, et ça fait bouger le tout. Donc, dans l'encadré ici, je vais vous laisser le remplir avec des petites vidéos dessus, donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais on vous demande quelle ressource naturelle est indispensable dans les centrales thermiques, chers élèves, ben, c'est l'eau. Pourquoi? Ben parce qu'on va prendre la chaleur dégagée de cette énergie-là pour chauffer l'eau et ensuite, on va extraire la chaleur pour produire justement l'énergie électrique. Donc, je répète, ce que j'ai besoin, c'est l'eau. Pourquoi? Parce qu'en prenant l'eau, d'abord, je vais pouvoir chauffer notre ressource naturelle, par exemple le charbon, et par la suite, chauffer et transformer en énergie électrique. Donc, l'eau en soi, donc par exemple, mon exemple pour l'explication, j'ai un combustible fossile que je vais chauffer et ça va produire de l'énergie thermique. Et l'énergie thermique, je vais pouvoir le transformer en énergie électrique par la suite.
C'est quoi le rapport avec l'eau? Parce que je vais chauffer l'eau grâce à mon combustible fossile. C'est-à-dire, je prends par exemple du charbon, je brûle, et ensuite ça va bouillir l'eau. La vapeur, justement, va faire tourner les turbines. Donc, en fait, je m'excuse, avant d'écrire l'énergie électrique, je vais mettre l'énergie mécanique. Parce que les turbines tournent grâce à la vapeur. Tournent grâce à la vapeur. Et c'est là qu'on va pouvoir transformer en énergie électrique. Parce qu'il y a des transformateurs. Quand ces turbines-là vont se transformer. J'ai ici les différentes formes d'énergie. Je vous rappelle que l'énergie se manifeste en de trois manières, soit le mouvement, faire bouger, soit le rayonnement avec la lumière, et finalement avec la chaleur que nous allons voir à cet instant. Je vais revenir sur ce tableau ici. Ce tableau, j'ai classé pour vous toutes les formes d'énergie. Parce que d'abord, on a les énergies qui sont en lien avec le mouvement, l'autre énergie en lien avec des réserves, et on les a classées. Donc, par exemple, l'énergie éolienne, juste ici, se retrouve dans la catégorie de l'énergie cinétique, qui est comme une grande catégorie. Pourquoi? Bien, parce que c'est en lien avec le mouvement. L'eau bouge. Même chose avec l'énergie thermique, bien, c'est la chaleur, c'est la vapeur qui bouge. Encore une fois, c'est dans l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est vraiment une grande catégorie qui englobe toutes les énergies qui impliquent des ressources en mouvement. Alors que l'énergie potentielle, ben, c'est toute l'énergie qui est emmagasinée dans un corps stationnaire. Je prends l'exemple de l'énergie nucléaire ici. L'uranium, qui est une ressource non renouvelable, mais on sait que c'est un métal, par exemple. Ben, dans l'uranium, si je chauffe, ben, il y aura de l'énergie qui va être libérée. Mais où est cette énergie? Elle est stockée dans des réserves de l'uranium. Même chose avec l'énergie de biomasse ou l'énergie fossile. C'est stocké à l'intérieur de la matière. Il faut que je brûle la combustion pour pouvoir extraire cette énergie. Donc, c'est ça la catégorie énergie potentielle. Et donc, c'est des sous-catégories. On les classe. C'est la classification de ces formes d'énergie. Voilà. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Peut-être. Sophie? Donc, l'énergie cinétique, c'est de l'énergie qui est créée. Oui, en fait, l'énergie potentielle, c'est de l'énergie qu'on peut extraire. Exact. Et ce qui est important, c'est de comprendre que l'énergie cinétique, c'est des types d'énergie qui impliquent le mouvement. Pourquoi l'énergie sonore, c'est impliqué dans le mouvement? Bien, le son, hein, c'est les ondes qui bougent. Rebecca. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il existe différents types d'énergie. Je vais garder cette expérience pour cet après-midi parce que je n'aurai pas le temps. Je crois bien que ça sonne à 41, n'est-ce pas? 44! C'est vendredi, oui. Non, on n'a pas une minute de pause. Non, Tasnim. Pour l'amendement électrique, vous avez parlé de l'énergie cinétique, Potentiel. Donc, vous avez dit que l'énergie qui est déjà en mouvement cinétique, elle a un meilleur rendement. Oui. Ben, c'est plus facile pour toi de continuer la transformation. Voilà. Là, ici, je vais juste... Bon, j'ai encore le temps, c'est très rapide. Entre l'eau dans ma gourde et l'eau provenant de l'abreuvoir, d'après vous, lequel est plus chaud? Dans la gourde. Alors, entre l'eau chaude à 50 et l'eau à 51, lequel est plus chaud? 51. OK. Entre l'eau bouillante et une cierge magique que vous avez probablement déjà allumée pour votre fête, là, lequel est plus chaud? Selon vous, vous écrivez ce que vous pensez. Là, c'est hypothèse. Il y en a qui vont dire cierge magique, il y en a qui vont dire eau bouillante, puis je pense qu'il y en a qui vont dire que c'est peut-être égal, parce qu'il y a une combustion. Je vous laisse réfléchir. Ma question pour vous, entre un disque dur et un livre, lequel est plus chaud ou plus froid? Disque dur, plus chaud. Lequel est plus chaud ou plus froid dans cette pièce? En action ou comme. Non, juste les objets dans la pièce. Disque dur. OK. Pas en action. Non, c'est un livre et un disque dur. Lequel est plus chaud ou égal? Il y en a qui disent égal, il y en a qui disent... Sophie, pour toi, c'est quoi? C'est une hypothèse, là. Le livre et un disque dur sur une table, on ne touche pas. Lequel est plus chaud, selon toi? Le livre. Donc, pour Sophie, c'est le livre. Tasnim? Est-ce qu'on parle de la température ou qu'on touche? C'est parce qu'il pourrait être comme de l'eau en. Hypothèse. Pour vous, lequel est plus chaud ou plus froid? Je dis rien parce qu'il y a une grosse différence entre chaleur et température. Tasnim a déjà décidé pour nous qu'il y a quelque chose de louche, là. Chaleur, c'est de l'énergie. Température, c'est... Alors, je vous demande lequel est plus chaud ou plus froid. Comme donc, par exemple, dans un environnement, par exemple, genre, tu mets de l'eau, dans une température ambiante, je pense que c'est quand même froid. Oui. Et là, je vous demande, j'ai 2 verres d'eau à 20 degrés. Comment est-ce que je fais augmenter la température des deux? Lequel est meilleur? Ajouter de l'eau à 50 degrés Celsius ou de l'eau bouillante? Comment je fais augmenter la température de ces deux-là?
je vous laisse décider, entre l'eau à 50 degrés ou Ça, l'eau c'est 50 degrés. bouillante. Je vous demande, ici j'ai 2 béchères à 20 degrés Celsius. Comment je fais augmenter la température rapidement? Est-ce que j'ajoute de l'eau à 50 degrés ou j'ajoute de l'eau bouillante? Vous m'écrivez votre hypothèse. Écrivez votre hypothèse. Écrivez votre hypothèse. C'est hypothèse, hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour vous, c'est lequel? J'ajoute de l'eau à 50, ça va augmenter, ou bien à 100? Lequel est meilleur? Bon, ce matin, je vous ai dit que quand on met l'eau à 50 degrés dans un verre d'eau à 20 degrés, ben, la variation de la température se fait beaucoup plus rapidement que de l'eau à 100 degrés Celsius. Mais éventuellement, on constate que le bécher avec beaucoup d'eau chaude bouillante ben, va monter évidemment plus. Mais cette variation de température, c'est ce qui nous intéresse. Donc l'eau à 50 degrés réussit à faire monter la température de notre bécher plus rapidement que l'autre. La variation, parce que la différence de température, elle est moins significative, alors que si tu mets quelques gouttes d'eau à 100 degrés Celsius, ben, ça se dilue dans l'eau à 20 degrés. Fait le transfert de chaleur n'est pas suffisant pour dire que j'ai réussi à augmenter la température. Là, ma question pour vous, c'est entre être brûlé avec de l'eau bouillante, pourquoi est-ce qu'on se brûle avec de l'eau bouillante et non avec une étincelle produite par ceci, là, par les cierges magiques? Pourquoi est-ce qu'on ne se brûle pas avec une cierge magique qui est comme 1000 degrés, mais avec l'eau bouillante, on brûle tout de suite? Parce qu'elle perd son énergie. Ça fait 1000 degrés, en fait, genre pour une fraction de seconde, et en fait, ça se dissipe. Ça se dissipe très rapidement. Donc, le transfert d'énergie est si rapide. Et cette différence de température, elle est si grande, hein, 37 degrés versus 1000, ben, ça se va très vite. Donc, ça se dissipe plus rapidement, alors que l'eau bouillante, si tu mets ta main dans l'eau bouillante, ben, elle baille la peau, là. Elle part. Si, vous voyez l'idée. Là, ma question pour vous, c'est des hypothèses. On regarde notre glaçon sur du plastique versus le glaçon sur l'aluminium, lequel va fondre? Aluminium. L'aluminium? Oui. Pourquoi? L'aluminium, je pense que ça prend plus la chaleur que le plastique. Ouais. Ah, OK. Ça garde la chaleur. C'est très... Dans l'eau, là. Donc, l'absorption de la chaleur, on se questionne sur ce transfert de chaleur encore. OK, très bien. Le plastique, c'est amusant. Ah! Nice. Oui. Wow! Alors, isolant versus Conducteur. un conducteur. Donc, la chaleur, hein? Très bien, mon Dieu, excellent. Oui. Et maintenant, mon dernier, puis on parle de four. Rebecca, je dédie cela pour toi. Tu sors ton... Tu sors ton gâteau du four. Est-ce que le gâteau a la même température que le moule à gâteau en métal? Non, le moule est plus chaud parce que c'est un conducteur de chaleur. On se complète. Conducteur de chaleur. OK? Je veux juste vous dire qu'on va apprendre très prochainement qu'il n'existe pas le froid. La notion de froid qui n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Le froid n'existe pas. C'est en fait l'absence de chaleur. C'est un peu comme noir. Si j'ai froid, t'as pas froid, t'as juste pas chaud. Ouais. Donc, la fraîcheur, quand on dit qu'il fait froid, si on parle de la chimie, ça existe, c'est pas correct de dire ça. En fait, c'est l'absence de chaleur. Et donc, l'humain, par exemple, quand on décède, quand on dit « il est tellement froid, le corps », ben, c'est parce qu'il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus de circulation sanguine. Exact, pour générer cette chaleur-là. Donc, on va aller voir ici. Alors, je vous explique l'aluminium versus le plastique. Le plastique, comme Sophie l'a mentionné, est un bon isolant. Il ne permet pas à ce qu'on ait un transfert de chaleur pour faire fondre le glaçon. Alors que l'aluminium conduit mieux la chaleur, ce qui fait fondre le glaçon plus rapidement. Pourquoi est-ce que quand je tiens le disque dur, je sens qu'il est froid? C'est parce que le disque dur, puisqu'il est plus froid, entre guillemets, la chaleur de ma main s'en va vers le disque dur plus rapidement que le livre. Parce qu'il est meilleur conducteur. Oui, et aussi il absorbe, puis la différence de température fait en sorte qu'il va aller là. Aussi, la chaleur a un phénomène de diffusion. Ça va toujours d'un milieu plus concentré vers moins concentré. Donc, c'est pour ça que tous les chauffages se retrouvent en bas, dans un coin. Pourquoi? Parce que ça va être dissipé dans la salle. Puis, la chaleur, ben, c'est léger, ça monte. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre un chauffage en haut. Alors que le contraire, pour l'air climatisé, on va mettre en haut. Pourquoi? Parce que l'air, entre guillemets, froide, moins chaude, descend parce qu'il est plus lourd. Voilà, il descend. Voilà. Donc, c'est au niveau de l'absorption de la chaleur. Voilà, pour ça, je vais parler de l'énergie cinétique et potentielle un peu plus tard au courant de la semaine. Donc, je n'en parlerai pas tout de suite pour ça. Mais j'aimerais juste vous mentionner que l'énergie, ça se transforme tout le temps. Ça se transforme d'une forme d'énergie à une autre pour qu'on puisse l'exploiter, par exemple, au niveau de l'énergie
l'électricité, en fait l'énergie électrique, pour en avoir, on a dû transformer le mouvement de l'eau en énergie hydraulique. L'énergie hydraulique se transforme en énergie mécanique, c'est ce qui fait tourner les turbines à l'intérieur ici, puis on va aller voir comment ça fonctionne dans un instant. Et finalement, vous voyez qu'il n'y a jamais de perte. Hein. On se rappelle que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et même se transfère. Parce que là, en ce moment, si vous touchez la main de la personne à côté de vous, là, ben, il y a constamment la chaleur qui est transférée. D'accord? La chaleur de la peau, donc ça est transféré. J'espère que quand on a froid pendant l'hiver, on a peut-être une main pas loin pour tenir quand nos mains sont gelées. Donc c'est vraiment la loi de la conservation de l'énergie qui nous dit que dans un système fermé, parfait, ben, rien ne se perd, rien ne se crée et vraiment tout est transféré ou transformé dépendamment de notre contexte. Mais c'est très important que notre système doit absolument être fermé parce que s'il est ouvert, ben, il y aura de l'énergie qui va être dissipée puis je ne vais pas pouvoir le garder pour pouvoir le mesurer. On a l'impression qu'il y a une perte, mais non, il n'y a pas de perte. C'est vraiment dissipé dans l'air. D'accord? Je vais juste revenir ici tout à l'heure pour parler des turbines rapidement parce que j'en ai pas parlé en long et en large. Mais pour qu'on ait cette transformation ou ce transfert, il faut absolument qu'il se passe quelque chose dans les aimants. D'accord? Puis on va regarder rapidement comment ça fonctionne. On va aller écrire ensemble l'explication. Donc, je suis à la page 15 du document. On va l'écrire ensemble pour s'assurer de bien comprendre. Donc, ce phénomène, donc comment est-ce qu'on réussit en fait à faire tourner les turbines grâce seulement au mouvement d'une ressource. Donc, ce phénomène se nomme l'induction électromagnétique. Il est essentiel. Il est essentiel dans les centrales électriques, car en faisant tourner un aimant, que vous voyez ici, hein, il y en a deux, un aimant à proximité d'un fil, donc votre fil électrique, ou l'inverse. Donc, on peut faire l'opposé aussi, c'est faire bouger un fil électrique autour d'un aimant. Ben, ça crée un courant électrique. On crée un courant électrique. Donc, c'est avec la première règle de la main droite, dont l'utilité de l'électricité, de comprendre l'électromagnétisme, parce que sans la notion d'aimant et d'électricité, ben, on ne peut pas faire tourner les turbines et transformer en énergie électrique. Donc, le mouvement de la turbine est transformé en électricité. Donc, ici, on transforme. Vraiment, je mets l'emphase sur la notion de transformer. Quand on transforme, ça veut dire qu'on passe d'une forme d'énergie à une autre, alors que le transfert, c'est la même. La chaleur vers la chaleur, par exemple, ça, c'est un transfert. Transformation, c'est un mouvement, donc l'énergie mécanique en énergie électrique, par exemple. Donc, on transforme le mouvement de la turbine, hein, parce que c'est souvent grâce au mouvement de l'eau qui fait tourner la turbine. Et une fois que la turbine tourne, ben, on peut transformer ce mouvement-là en électricité. Donc, vous voyez ici, avec la première règle de la main droite, il y a de fortes chances que c'est ça qu'on voit ici. Je vous invite à descendre ici. On a la partie, c'est le thème 5. C'est la chaleur qui est très, très court. Moi, je le télécharge sur PDF Expert pour que je puisse discuter avec vous juste ici. Évidemment, il faut que je vous laisse un mime dans ces notes de cours-là, parce qu'on vous dit, on connaît l'unité degrés Celsius, mais on connaît aussi les degrés Fahrenheit qu'on utilise dans un système plus américain. Donc, on nous dit, Fahrenheit is basically asking humans how hot it feels. Celsius is basically asking water how hot it feels. Kelvin is basically asking atoms how it feels. Donc, si vous remarquez, l'eau, it's pretty warm. Human, it's boiling out here. Et parce qu'à 100 degrés Celsius, les atomes sont en train de bouger incontrôlablement, alors que pour l'eau, ben, c'est assez chaud, puis pour nous, on est en train de brûler. Donc, le choix des unités est vraiment intéressant. Techniquement, quand on dit dehors, il fait 6 degrés Celsius, c'est 6 degrés Celsius par rapport à l'eau. Mais comment on se sent, nous, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que les Américains, ils utilisent le Fahrenheit. Donc, l'énergie thermique, je vous rappelle que l'énergie thermique, c'est vraiment en lien avec la chaleur. Et donc, je vais mettre en parenthèse en lien avec la chaleur. Et ça dépend de plusieurs éléments, dont
la masse, ça dépend de la masse, et ça dépend de la température. Donc, l'énergie thermique ou le transfert d'énergie dépend d'une personne à une autre. Et la température, ce que c'est le degré d'agitation des particules. Ce qui est très différent de l'énergie thermique, parce que l'énergie thermique, c'est la quantité d'énergie que possède une substance, alors que la température, c'est le degré d'agitation. Et quand je vous ai demandé ce matin lequel, d'après vous, est plus chaud ou plus froid, ça n'a aucun rapport avec la température, mais plutôt avec l'énergie thermique, qui est différent de la température. Et quand on vous parle de la température, on peut mesurer avec un thermomètre, mais je ne peux pas mesurer la chaleur avec un thermomètre. La chaleur ne peut pas être uniquement mesurée par un thermomètre. Le thermomètre va juste nous dire à quel point est-ce que les particules bougent, mais la quantité d'énergie, c'est autre chose. Donc, voilà. Il y a différentes façons pour augmenter l'énergie thermique d'un objet, rendre un objet plus chaud. D'abord, augmenter la température, donc augmenter la température, le degré d'agitation, augmenter la masse et finalement se placer dans un système fermé ou isolé. Je vais prendre un exemple. Quand vous sortez d'un cours d'éducation physique, est-ce qu'on a chaud? Oui. On a chaud, hein? C'est probablement parce qu'on a fait de l'exercice physique, la température de notre corps, hein, le sang et tout ça, ça bouge plus rapidement, ça fait augmenter la température. Pardon pour mon langage, mais quand on est plus dodu, on a souvent plus chaud. Il y a plus de masse, plus de particules qui bougent, donc on a plus chaud. Et finalement, si après votre cours d'éduc, vous décidez de rentrer dans un ascenseur et d'y rester pendant, je sais pas, 15 minutes, vous allez avoir plus chaud parce qu'il n'y a pas de système d'aération et donc ça va sentir les flammes. Voilà, donc système fermé ou isolé, on peut garder le tout beaucoup plus chaud. Et donc, c'est quoi la chaleur? Alors, quand on parle de chaleur, qu'est-ce que c'est? Alors, si on a deux objets ayant des degrés d'agitation thermique différents, lorsqu'ils sont mis en contact, ils vont s'échanger de l'énergie. Donc là, si vous prenez votre main et vous touchez la table, bien, vous allez dire, oh wow, c'est froid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que toute la chaleur de votre main, elle est transférée à la table. J'enlève ma main, je prends l'autre main pour toucher au même endroit et je constate qu'il est un peu plus chaud. Oui. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le transfert d'énergie. Et chers élèves, à partir de maintenant, quand on parle de transfert d'énergie, c'est la chaleur. Le transfert d'énergie, c'est la chaleur. Donc, encore une fois, ma main froide, je colle sur le tableau et je suis comme, oh mon Dieu, qu'il fait froid. Alors, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, froid. Mais j'enlève ma main, là je touche, la température maintenant est entre guillemets plus chaude. Mais ça, c'est un transfert de chaleur. Est-ce que quand on était plus jeune, on a déjà essayé de lécher un poteau en métal pendant l'hiver? Non, parce qu'on s'est fait apprendre que ça allait détruire notre langue. Il y a un j'ai mère qui avait fait ça. C'est tu viens de ça sur les familles. Elsa, est-ce que tu as déjà fait ça? Juliette, tu l'as déjà fait aussi. Chers élèves. Dans une chaise de ski, là? Ouais, exactement, avant 3 ans. OK, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au primaire, en première année, il y avait un gars que je me rappelle encore du nom, il s'appelle Ayoub. Et on a été au secondaire ensemble. Et je me rappelle toujours, on marchait, on prenait pour rentrer dans l'école. Et il est passé devant un poteau. Il s'était dit que juste prendre comme 2 microsecondes, ça n'allait pas coller. Fait que là, il faisait froid. Il a mis sa langue. Et là, en même pas quelques microsecondes, il a voulu retirer. Il ne pouvait plus retirer. Sa langue était collée sur le poteau. Et donc, éventuellement, il a tenté de faire comme ça. Et quand il a tiré, la partie de la langue était encore sur le poteau. La peau, là. Il n'en fait plus goûter après. Et là, c'était dessus. Vous voyez, ensuite, il y avait du sang partout, parce que vous voyez que c'est des tissus. Pardon. Alors, le transfert de chaleur, chers élèves, le transfert d'énergie, c'est la chaleur. Et ça se fait entre deux objets. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfère cette fois-ci. Donc, rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et cette fois-ci, tout se transfère. Donc, quand on parle de la chaleur, tout se transfère. Donc, quand vous avez votre main bien chaude et que la personne à côté de vous a les mains bien froides, on peut se tenir la main pour transférer la chaleur. Sophie? Mais pourquoi c'est juste avec notre langue ou nos lèvres que ça colle? Oui, c'est ça, la présence de l'eau qui gèle. Non, j'avais de l'eau sur notre main, puis là, on met notre main. Ça peut coller, mais c'est plus facile à enlever. N'oublie pas que ta langue, elle est toujours humide, et donc c'est pas le même effet. Deuxièmement, les tissus dans ta langue, c'est pas la même que tes mains. Il existe différents types de tissus. Et finalement, la présence de l'eau et tout ça qui fait que ça gèle plus facilement. Voilà. Et donc, il y a une grosse différence entre chaleur et température. Allons le voir visuellement, juste pour s'assurer de bien comprendre. L'énergie, chers élèves, ça peut se faire sous la forme de rayonnement, donc ici. La convection, donc tout le temps, ça va réchauffer. Et la conduction, évidemment, ça conduit. Le transfert de chaleur peut se faire via la lumière, via une flamme, via tout ce qui est conduction, on va conduire. Donc ici, vous voyez convection juste là. Nous avons la conduction, ça conduit. Quand je touche ici, ça nous fait penser à notre le fer à Rebecca. Et le rayonnement, c'est chaud. On ne va clairement pas mettre sa main dans le feu. Du moins, j'espère. Et je ne l'ai jamais fait encore, donc je ne pourrais pas vous le dire. Ça, c'est les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. On va parler du transfert de chaleur. Vous remarquez, ici, j'ai pensé à Bob.
Rebecca, voilà. Donc, c'est Bob qui brûle. Un peu comme Rémi, en fait. Oh, c'est mignon quand même. Alors là, je vais juste faire un résumé de ce qu'on vient de voir dans la vidéo. D'abord, on a l'histoire d'un bain. Donc là, ou d'une piscine, là, j'ai un contenant fermé juste ici. J'ai des molécules d'eau. Je vais utiliser le modèle de Dalton que vous avez vu en secondaire 2. Cette année, on va parler un peu plus. Donc, l'eau. Et eh bien, à 20 degrés Celsius, vous remarquez mes flèches, j'en fais 3. Ça bouge un petit peu. Donc, parce qu'à 20 degrés Celsius, les particules bougent, mais pas extrêmement beaucoup. Là, maintenant, je trouve que l'eau, elle est trop froide. Je veux que ça soit à 37 degrés Celsius. OK? Donc, je veux que ça soit à 37 degrés Celsius. Donc, ma molécule, en fait, il y a plusieurs molécules d'eau, mais je vais juste dessiner une seule, vous comprenez l'idée. Mais regardez la quantité de flèches que je fais. Alors, son mouvement est supérieur parce qu'à 37 degrés, les particules bougent beaucoup plus. Hein? On se rappelle que la température, c'est le degré d'agitation des particules. Alors ici, si j'augmente la température, ou j'augmente en fait le transfert de chaleur, on voit que la température augmente, bien, j'ai une sensation chaude. Pourquoi? Parce que la température a augmenté, les particules ont bougé. Maintenant, je me dis, je veux un bain brûlant. OK? Alors, je le monte un petit peu plus à 45 degrés Celsius. Donc là, remarquez qu'au lieu de faire 2, 4, 6, 7, je vais faire... C'est H2O, vous avez écrit. Oui, H2O, oui. Et là, remarquez, cette fois-ci, je fais beaucoup plus de flèches. Tout à l'heure, j'en ai fait 7. Là, j'en fais beaucoup plus. Vous remarquez, à 45 degrés, ça bouge encore plus. Alors là, je m'en vais dans ce bain brûlant. Et là, je me dis, pauvre peau de Madame Truand, ça va être dégueulasse. Alors là, je veux revenir à 37 degrés Celsius. Quelle est la sensation que je vais ressentir? Picotement. Refroidissement. Froid. Merci, Laurence. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Tout va bien? Ben, c'est comme quand vous passez d'un super à un lac, ça picote. Oui, tout à fait. Donc, cette sensation de différence en température, une sensation froide. Oui, ça picote. Merci. Dans un langage plus familier. Merci, Sophie. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que la température, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir au niveau des flèches? Bien, la température, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une mesure du degré d'agitation des particules. Donc, à quel point est-ce que les particules bougent? Okay? Donc là, on est dans un club, dans un bar. OK, peut-être pas dans cet exemple-là. Ouais, je vais le rechanger. Nous sommes à votre bal de finissant. Vous voyez, transfert pour quelque chose qui est plus réaliste. Vous êtes dans... Je vous raconterai une anecdote d'une élève qui est allée dans un bar, qui a vu son prof de français. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire-là. Ah, je vais raconter ça juste après. Donc bref, on est dans c'est votre bal, puis si vous dansez pas, ben, vous n'allez pas avoir chaud, mais si vous dansez beaucoup, ben, vous allez finir à avoir, vous, un peu partout, puis vous allez avoir chaud. Donc c'est le degré d'agitation des particules dans votre corps. Et donc, si on parle de la température de cette façon, je vais juste changer ici, cette sensation chaude-froide, ben, c'est ce qu'on appelle le transfert d'énergie thermique. Juste ici, qui se nomme ici, où on passe de la température élevée à une température inférieure, ou l'inverse. Donc, c'est ça le transfert de chaleur. Vous voyez ce que j'ai mis en bleu. C'est soit on passe d'une température supérieure à une température inférieure, ou c'est un transfert de la température inférieure vers supérieure, vous voyez. Mais je vais pas le mettre parce que vous devez comprendre que la chaleur se déplace d'un milieu chaud vers froid, toujours. Okay? De chaud vers froid. Toujours. Même si vous allez me dire, madame, mais quand je tiens la main de quelqu'un d'autre au milieu de l'hiver, je sens que sa main est froide. Non. La main de la personne est en train de prendre votre chaleur. Wow. Et c'est pas un transfert de froid, c'est un transfert de chaud. Merci Sophie. Donc, c'est toujours de chaud vers froid. C'est un peu la diffusion, là. Et je vous rappelle qu'ici, le transfert, c'est la chaleur. Chaleur, avec un petit cœur. Vous voyez? Chaleur. Oui, et je donne toujours, d'accord? Je donne toujours à l'autre. Maintenant, j'ai un autre exemple pour illustrer le tout. J'ai un café ici, un verre. Donc, voici mes talents de dessin incroyables. 25 millilitres. Et c'est un café très, très chaud. Il y a de la petite vapeur qui monte. D'accord? La température initiale, c'est de 55 degrés Celsius. Et la température initiale, l'initiale de l'air, elle est environ de combien selon vous, là, dans notre salle ici, là? Ah, c'est comme Genre 21. Elsa nous dit qu'il fait 40. Mais malheureusement, c'est environ 23 degrés Celsius. C'est donc bien chaud. Je sais bien. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, vous remarquez, je vais juste mettre en bleu ici, que la chaleur du café est dissipée. Elle s'en va dans l'air. D'accord? Ah! Ça! Que faire sans Laurence? Pour ça, mon thé refroidit si je le laisse juste comme ça.
Et donc, la température finale de mon café est à 23,1 degrés Celsius après avoir laissé sur le comptoir pendant, je ne sais pas moi, 2 heures. Pourquoi? Mais parce que la chaleur, alors je vais juste écrire le pourquoi, est-ce que ça a baissé? Ben, l'énergie dissipée, tout simplement. Donc, il y a de l'énergie qui s'est dissipée dans de l'air, donc la chaleur. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est un transfert d'énergie. Hein? Donc, la chaleur est allée dans l'air. Et l'air, si on avait beaucoup de petites tasses de café, bien, on va réussir à modifier la température de l'air, mais dans notre contexte, on comprend qu'avec une petite tasse de café, l'air ne va pas monter à 40 degrés Celsius, tel qu'imaginé et ressenti par Elsa. Donc, malheureusement... Ça, t'es en train de ressentir des degrés Fahrenheit. Oh my Mais là, c'est God! plus de la congélation. Ouais, je pense que j'ai répondu. La congélation extrême. OK. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'énergie thermique? Donc, ma question pour vous ici, c'est comment augmenter son énergie thermique? Alors, moi, je suis très frileuse pendant l'hiver, l'opposé d'Elsa en ce moment, qui est en train d'avoir la sensation d'être en Floride. Alors, d'abord, la température. Donc, je peux augmenter ma température. Donc, je vais mettre un petit T avec, vous voyez, le signe de degré. Ensuite, je peux augmenter... Pardon, c'est M. Guy est à la porte, il me parle. Le degré... Et donc, qu'est-ce que je fais en augmentant ma température? Bien, j'augmente le degré d'agitation des particules. Et finalement, peut-être pour avoir moins froid, c'est-à-dire plus chaud, bien, peut-être que je devrais... augmenter ma masse. D'accord? Donc, je peux augmenter ma masse. Et donc, pour mon café, même chose, je peux augmenter la masse du café. Peut-être ça va permettre à ce que mon café soit beaucoup plus chaud. Et j'ai une dernière question de feu pour vous, là. Hein, feu, vous voyez? Non? Ah, c'est triste. Ça sert à quoi, les gourdes? Gardez le chaud. Isoler, j'aime ça ces mots-là, isoler, garder le chaud. Alors, comment garder le chaud? Comment est-ce que je fais pour mon café ne se refroidit pas aussi rapidement? Donc, comment diminuer le transfert d'énergie, hein, pour que ça soit pas froid, transfert d'énergie thermique, le transfert vers l'air. Donc, comment je fais ça? La solution est très simple, c'est un système fermé et mettre dans un système fermé. Et voici un nouveau mot que je vous apprends aujourd'hui. La gourde, si on parle d'un vocabulaire scientifique, calorimètre. Oui, ma chère. Est-ce que vous allez déposer ça quelque part? Oui, bien sûr. Que puis-je, ma chère? Sophie Lahaye? Mais quand on garde l'eau froide, Mhm. y a pas, c'est pas de l'énergie dissipée de la bouteille, c'est de l'air qui va dans la bouteille. Oui. Donc, l'eau, malgré tout, même si on garde, il est froid, mais à un moment donné, il ne sera pas froid. Et donc, je termine avec le meilleur meme of all time. It's cold outside? False. There's no such thing as cold. Temperature is a measure of heat. Chers élèves, je vous présente Dwight. Et voilà.